pour cette conférence, spécialement pour cette conférence, la société Altares, qui va vous être présentée par son responsable de la communication, M. Battista, a réalisé une étude sur l'impact économique du règlement, et c'est cette étude qui va vous être présentée maintenant. Donc je vous laisse commencer à parler le temps que j'affiche la dite étude. Bien, alors, c'est pas vous qui avez fait l'étude, heureusement, parce que sinon on aurait frisé la catastrophe. Donc mon collègue, directeur des études, vous présentera les résultats. Donc effectivement, c'est une étude que nous avons lancée avec Nicolas Courtier, et vous en aurez la lecture dans quelques minutes. Donc, Altares Dun & Bradstreet, c'est une ETI française qui a racheté à Dun & Bradstreet, puisqu'ils font partie du réseau Dun & Bradstreet Network, qui est numéro 1 mondial des bases de données B2B. Nous avons repris très récemment le Benelux. Aujourd'hui, c'est une ETI qui fait 118 millions d'euros de chiffre d'affaires et qui compte à peu près, je te laisse faire, 420 salariés. On a 90% de nos clients sont des clients grands comptes. Nous essayons de pénétrer, et nous pénétrons petit à petit le monde de la PME. Et nous avons globalement, entre la France et le Benelux, 20 000 clients. Donc je sais qu'il y a des TGV, donc, certains, notamment mon collègue, doivent reprendre un train. Donc chaque année, nous investissons à peu près 250 millions de dollars dans nos bases de données. Nous avons 30 000 sources qui rentrent régulièrement dans nos systèmes. Et nous avons des informations en ligne sur 220 pays. Donc, vous comprenez très bien que la RGPD est quelque chose qui attire toute notre attention. Très régulièrement, ces bases sont mises à jour. Nous avons des informations publiques, nous avons des informations privées et nous avons des informations économiques qui rentrent régulièrement et qui sont mises à jour quotidiennement dans nos systèmes. Concernant les informations privées, nous avons notamment un observatoire des délais de paiement, ce qui nous vaut aujourd'hui de communiquer à Bercy et à la médiation des informations sur le comportement de paiement des grandes entreprises, puisqu'il y a eu un long débat en France, notamment en disant que les grandes entreprises ne payent pas mal les ETI payent mal les PME, etc. etc. Et c'est là que nous nous sommes aperçus que les PME se payent très mal entre elles aussi. Donc il n'y a pas que les gros qui posent problème. Donc nous intervenions dans plusieurs domaines, notamment la gestion du risque crédit client. Juste pour mémoire, le risque crédit client, c'est 1/3 du PIB français. Pour la partie française, c'est 635 milliards d'euros de crédits interentreprises que les entreprises se prêtent gratuitement entre elles. Donc c'est la première source de financement en France. Et nous accompagnons les entreprises à surveiller leurs clients, justement pour éviter que ça dérape. Nous les accompagnons également sur l'international, dans le cadre du développement international, sur la gestion de leurs risques, mais également dans le cadre de développement et d'opérations commerciales. Quand je parle d'opérations commerciales, il s'agit d'identifier des opportunités d'affaires sur des nouvelles cibles, tant en France qu'à l'étranger. Voilà ce que je pouvais dire. Nous intervenons aussi sur les enjeux réglementaires, notamment auprès des banques, et sur toute la partie blanchiment d'argent, où très régulièrement, les établissements financiers, pour ne pas les nommer, nous demandent régulièrement des informations sur les différents opérateurs avec qui ils sont amenés à contracter, tant en France ou dans le monde. Voilà. En ce qui concerne la présentation d'Altares, je vais laisser maintenant mon collègue vous donner lecture de l'étude, et je vous souhaite un bon après-midi. Merci Charles. Je vais juste rebondir, puisqu'il a eu l'expression des délais de paiement. Et on sent bien qu'il y a d'abord, les praticiens qui sont intervenus ce matin sont tous de très bonne qualité. Et pour aller circuler, notamment régulièrement sur le site de la CNIL, les véhicules qui sont proposés sont tout à fait remarquables. Il demeure que les PME nous disent ne pas être très sensibilisés, pas être au fait, etc. Il y a aussi des questions de volonté. Et puisque Charles parlait des paiements, nous sommes effectivement cette problématique parce qu'il y a eu une loi qui a été mise en place après une directive qui a été transposée évidemment. Cette loi, c'est la LME en 2009. Et puis, les entreprises s'y sont pas retrouvées. D'abord parce que malheureusement, la crise démarrait.
Et puis parce que chacun voulait bien que ses clients les payent plus vite, mais rarement ces entreprises acceptaient de payer à leur tour les fournisseurs plus vite. Donc il a fallu faire plusieurs choses. D'abord de la pédagogie, mais aussi des sanctions. Et j'y pense parce qu'on en a parlé beaucoup ce matin et que j'entends que nous nous en plaignons. Moi, je note simplement que les sanctions concernant les délais de paiement, ça s'appelle donc le name and shame, est une discipline qui a été mise en place fin 2015. Il a fallu attendre donc 2016 pour savoir que la réglementation ou la loi de 2009 pouvait enfin apporter quelque chose de remarquable. Donc il ne faut pas avoir peur, au moins pour éveiller la curiosité, de parler de sanctions. Ceci étant dit, donc j'en arrive à la méthodologie rapidement. Donc nous avons élaboré avec Nicolas un questionnaire posé à des entreprises de 200 salariés et plus. Quand je dis entreprise, ce n'est pas tout à fait vrai, puisqu'il y a des entreprises du secteur privé, mais il y a aussi des organismes publics. Ces structures-là donc, sont de secteurs tout à fait différents. Il y a évidemment des structures dont vous verrez, et vous savez sans doute, qui sont plutôt prêtes et donc de fait plus enclines à répondre que d'autres. C'est notamment les entreprises du secteur de la finance, de la banque, mais il y a aussi beaucoup de réponses sur le secteur de la santé, sans pour autant qu'elles soient prêtes, mais on voit bien que là on est sur une sensibilité forte à répondre de ces contraintes-là. Un chiffre de message, je vais la jouer Colombo, je vais donner la réponse tout de suite, mais comme ça permettra à ceux qui veulent partir de partir en ayant les informations. Alors un chiffre, c'est 1 sur 2 ou un taux. La moitié nous disent c'est un sujet dont il va falloir qu'on s'occupe. Ça ne vous surprend pas. La moitié des répondants répondent ça, mais autant, la moitié, nous disent c'est un mal pour un bien. Vous le verrez tout à la fin de la présentation. Et ça, c'est plutôt encourageant parce que les personnes qui ont répondu, ce ne sont pas des personnes morales, ce ne sont pas des entreprises, ce ne sont pas des hôpitaux, ce sont des hommes et des femmes, ce sont des parents, pères, mères de famille, qui sont évidemment concernés au quotidien par cette question-là. Et donc, il y a une sorte de schizophrénie à penser que c'est à la fois un règlement indispensable, mais à la fois, quand j'ai passé la porte de mon bureau, j'ai une autre attitude, un autre comportement, et l'arbitrage financier prévaut. Il faut que j'aille convaincre mes financeurs, mes investisseurs ou mon board à mettre en place ce règlement. On va aller très vite, je me rapproche parce que je vois mal d'ici, excusez-moi. Donc, première question, nous avons demandé aux entreprises comment elles qualifieraient le RGDP dans le cadre de leur organisation. La moitié, donc on vient de le voir, répondent que c'est un sujet dont il va falloir qu'elles s'occupent. Mais ça veut dire qu'il y a autant d'entreprises, notre moitié, pour lesquelles la réponse est différente et pas toujours contraignante. Un quart nous disent que c'est une opportunité pour développer de bonnes pratiques. Un quart, c'est pas mal. Mais il y en a quand même près d'un tiers, 29%, un peu moins, qui le voient comme un risque pour leur business. Un risque parce que, évidemment, il va falloir mettre un peu d'argent et beaucoup de temps. Et on vient de le dire, changer les comportements. Et donc, pour certains des acteurs, parce qu'encore une fois, quand on parle des grandes entreprises ou des relations transfrontalières, on parle d'entreprises qui sont généralement ou organisées ou habituées. Je peux vous garantir que les PME de notre économie, et il y en a beaucoup, puisque c'est l'essentiel de notre patrimoine économique, ce sont des entreprises qui sont désemparées. Et elles, pour le coup, passer du temps sur la mise en œuvre de ce règlement, c'est autant de temps qu'elles craignent ne pas pouvoir passer avec leurs clients. Question suivante, avez-vous désigné, question, comment votre entreprise se prépare-t-elle? Alors encore une fois, on est des garçons positifs, donc on va retenir ce qui va bien. Et donc il y a quand même des entreprises qui sont déjà sur une phase donc, qui a démarré. Et si elles n'ont pas démarré, elles vont démarrer donc très vite. Parmi celles qui ont démarré, donc on en a 37%. Pardon. On a donc 37% qui disent avoir démarré la phase 2.
vous verrez que l'essentiel donc de ces réponses favorables sont situées, sans grande surprise, dans la banque, dans la finance, mais la banque en particulier, et dans le commerce. Slide suivante, avez-vous désigné un pilote? Alors, on n'est pas en train de parler d'un DPO, mais d'un pilote. La moitié disent oui, la moitié disent non. Encore une fois, ceux qui répondent favorablement, ce sont les structures de la finance, de la banque et du commerce. Tout ça n'est pas d'une grande surprise, mais il faut le mesurer. Slide suivante. Avez-vous un budget alloué? Là, on commence à poser des questions qui font mal. Avez-vous un budget alloué? La moitié nous répondent que non. 29% nous répondent que oui. Et puis 35% nous répondent on va regarder sur 2018. On voit bien que là, il y a un effort. Quand je disais tout à l'heure que chacun d'entre nous pouvons être sensible à cette question de la donnée personnelle, on voit bien qu'il est très compliqué d'aborder cette question sous l'angle financier dès lors qu'on rentre dans la structure. On parle de notre économie, c'est-à-dire d'entreprises qui, pour l'essentiel, ont moins de 10 salariés. Il y a assez peu d'entreprises de PME, et il y a encore moins d'entreprises de plus de 200 salariés. Et pourtant, ces entreprises-là nous répondent leurs points de difficulté. Quel budget envisagez-vous? Le budget, c'est globalement, essentiellement 1 à 2%. Et quand je dis 1 à 2%, c'est plutôt 1 à 1,5 maximum du chiffre d'affaires. Pour ceux qui ont préféré ne pas répondre en taux, mais en montant, le montant moyen est à 43 000 €. On voit bien que ça ne va pas suffire. On parle d'entreprises de 200 et plus. Et donc, elles considèrent que 43 000 €, ça va suffire. Il y a vraiment besoin d'un accompagnement. Avez-vous affecté un budget pour un poste salarié ou un prestataire extérieur chargé de la mise en œuvre? Eh bien non, à 70%. C'est pas une surprise. Encore une fois, on parle d'argent. On veut bien mettre un pilote, un garçon ou une fille qui s'occupe d'autre chose et qui s'occupera de ça en même temps. Mais un poste à temps plein, non. Alors sur le schéma des PME, la réponse est même très difficile. C'est que non seulement je n'ai pas de budget, mais je ne m'arrêterai pas. Ce que nous allons essayer de faire, c'est de mutualiser un poste entre nous. On se connaît, on travaille ensemble. Voilà, les entreprises du coin, on va mutualiser, ou de la filière, on va mutualiser cette fonction-là, au mieux. Pour les entreprises qui devront avoir un DPO, quel est, selon vous, le salaire? L'essentiel, 58%, répondent moins de 50 000 € à l'année. Je mettrai pas plus en REM sur cette fonction. À part, évidemment, dans la banque, où la totalité sont au-delà de 80, voire beaucoup plus, avec des montants qui peuvent être importants. Mais sinon, pour l'essentiel, on voit qu'on est encore une fois sur le sentiment qu'il y a un sacrifice financier à faire et que je ne suis pas prêt à le faire. Ou alors, c'est que je n'ai pas compris l'intérêt de le faire. Avant-dernière question, ou presque. Est-ce qu'une partie de votre activité repose sur des traitements de données, qu'elles soient personnelles ou pas? La plupart des répondants disent oui. Ça ne veut pas dire que les autres ne traitent pas des données. C'est qu'ils considèrent que ou ce ne sont pas des données personnelles, et donc ça ne les concerne pas, ou ils ne savent pas qu'ils traitent des données, et encore moins qu'elles sont personnelles. Et c'est vrai, quel que soit le secteur. Est-ce que les données personnelles ont une valeur? On en parlait ce matin, que vous savez identifier dans le patrimoine de votre entreprise. C'est évidemment difficile aujourd'hui pour une entreprise de trouver des financements encore, même si le crédit s'est assoupli, mais lorsqu'il s'agit de financer le patrimoine, la valeur immatérielle de l'entreprise, c'est encore plus compliqué pour le coup, parce que les prises de garantie, elles ne sont pas évidentes. Là, on est sur l'observation, encore une fois, ce n'est pas une surprise, que plus de la moitié des entreprises ne considèrent pas la valeur patrimoniale de leurs données d'une façon générale et des données personnelles notamment. Est-ce que la transition vers le RGDP peut vous aider à mieux valoriser les données? Si la plupart disent qu'ils n'ont pas envisagé cette question,
je note quand même que plus d'un tiers pense que c'est possible. Et là, on a un point, alors je mets de côté la banque toujours, mais on a du coup un point, on a un levier qui peut être évidemment important. Si on lève l'effet contrainte qui va conduire à ce que je refuse de discuter de ce sujet et qu'on amène le contact à envisager un ROI, une meilleure connaissance de son fichier client, une meilleure connaissance de ses clients, de sa façon de travailler, là pour le coup, il y a évidemment un intérêt de business qui va lui donner de l'écoute. Un meilleur traitement des données personnalisées de votre entreprise peut-il être une source de profit? Eh bien oui, assurément, ou probablement à 35%. C'est pas rien. C'est sur ces parties-là qu'il faut capitaliser. Encore une fois, il y a un point d'amorçage qui est évidemment compliqué aujourd'hui parce que tout n'est pas réglé, mais les conseils ont évidemment un rôle clé à jouer pour embarquer toute cette population qui de toute manière n'a pas le choix que de mettre en place le RGDP, mais surtout que de comprendre l'intérêt qu'elles ont à le faire. Et je finis par verbatim sur les 3 types de réponses que nous avons reçues. D'abord, il y a ceux qui ne sont pas contents et donc qui disent que ce RGDP, c'est juste une catastrophe. Alors, j'ai pris évidemment les mots les plus convenables que je puisse partager avec vous cet après-midi parce qu'il y a quand même des réponses qui sont particulièrement tranchées. Bon, millefeuille législatif, vous l'avez bien sûr souvent entendu et là, c'est souvent revenu. Toujours plus de contraintes sans les moyens. Bon, on en parlait tout à l'heure, hein. Les moyens, c'est des moyens financiers, bien sûr, mais pas que, des moyens d'accompagnement. Je comprends le truc ou je ne le comprends pas, et si je ne le comprends pas, je n'arriverai pas à partager. Je n'arriverai pas à embarquer tout le monde. Il y a la question de, ok, c'est bon, on me demande de faire des trucs, mais mes concurrents indiens ou chinois, on ne leur demande pas la même. Pourquoi est-ce que je m'embêterais à faire ça? Je vais plutôt attendre de voir si une sanction tombe dessus, puis on verra à ce moment-là ce que je peux faire. Nouvelle réglementation compliquée. Bon, donc c'est ceux qui ne sont pas contents. Et puis, il y en a qui sont plutôt satisfaits. Contents, c'est peut-être excessif, mais donc notamment ce DSI d'une collectivité qui se dit y être sensible et qui met donc en œuvre ce qu'il faut dans ces structures publiques qui, encore une fois, on le disait ce matin, c'est à ressources ISO. Je ne sais plus, c'est peut-être vous, c'est Neil qui disait ce matin. Il faut faire des choses à structure financière, ressources humaines, ISO. Et ben, il y a des collectivités qui, malgré tout, sont sensibles au sujet et qui y vont. Donc là, on en a une qui s'exprime tout à fait favorablement. De nombreuses réponses aussi sur c'est une opportunité, c'est une vraie valeur, c'est une vraie occasion pour mon business aussi. Réglementation, meilleure protection des données, et puis du coup, on va embarquer, nous, Européens, Français, on va embarquer les autres. S'ils veulent bosser avec nous, ils vont devoir s'y mettre. Patrimoine immatériel, on en a parlé juste avant, ça revient évidemment aussi. Et puis, il y a entre les deux ceux qui sont, oui, je veux bien, je vais faire l'effort, mais quand même. Alors, le mais quand même, c'est essentiellement, j'ai besoin d'aide. Je veux bien le faire, mais je ne vais pas y arriver tout seul. Et je ne vais pas y arriver parce que c'est un sujet très flou, mal expliqué, peu de communication. Encore une fois, sur le site de la CNIL, il y a tout ce qu'il faut, des véhicules vraiment très bien faits. C'est juste que les entreprises, elles n'y vont pas. C'est la raison pour laquelle, je le disais tout à l'heure, quand on commence à dire que ça va coûter un bras que de ne pas être en respect, là, pour le coup, on va commencer à regarder ce qui peut se pratiquer. Comment est-ce qu'on est aidé? Mais il faut aussi peut-être commencer par se faire peur, comme on l'a dit ce matin. Manque d'informations et de conseils. Ah, ça tombe très bien, il y a plein de conseils aujourd'hui. Donc vous avez du taf, si vous me permettez l'expression, il y a de quoi faire. Et du bon travail. Nous voudrions connaître les principaux changements que va engendrer le RGDP. On est toujours sur l'explication, la pédagogie, la compréhension. Mise en œuvre opérationnelle. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Hein. C'est toujours dans les entreprises la mise en œuvre qui fait défaut. Et bien là, encore une fois, restons plutôt confiants, même si la moitié ne sont pas prêts. La moitié pense que cette contrainte, finalement, c'est une contrainte qui peut les aider
à développer demain du meilleur business avec leurs collaborateurs et leurs clients. Merci à vous. Thierry vous disait, vous avez la plupart des conseils qui sont dans la salle, beaucoup de travail. Et nous, si on peut donner un conseil aux chefs d'entreprise qui sont dans cette salle, c'est, en tant qu'expert, c'est de régler vos problèmes de base de données hétérogènes. Ça, c'est la première des étapes. Trop souvent, les entreprises ont des bases de données hétérogènes, la base client, la base fournisseur, la base comptable, etc., etc. C'est de faire une base homogène afin de vérifier qu'il n'y ait pas d'erreur dans les placards. Et donc, partant de là, vous aurez après, bien sûr, la possibilité de pouvoir travailler autour de la RGPD. Mais tant que vous n'aurez pas fait l'effort d'avoir une base de données homogène, ça va être compliqué.